ces rencontres, pour nous, c'était une occasion de rentrer sur le sujet des transitions à l'IREV. Depuis 2020 maintenant, on travaille justement sur le sujet des transitions. En politique de la ville, on avait peu cette habitude jusqu'alors. C'est pour ça que d'arriver grande thématique par grande thématique, avec une première séquence sur le climat et le changement climatique avec Jean Jouzel, une deuxième sur l'alimentation durable, l'économie circulaire, les mobilités, les mutations économiques, et puis là on arrive sur le logement. Donc vous voyez, on a essayé d'aller très loin sur les différents champs qui peuvent nous intéresser, et puis l'idée c'est que cette dernière rencontre soit aussi celle qui nous permette d'aller ensuite plus loin. On vous proposera dans les mois qui viennent des qualifications un peu plus précises sur chacun des sujets. Ça va s'appeler le Lab des transitions qu'on est en train de mettre en place, et l'idée c'est que maintenant qu'on a donné un regard un petit peu global sur les différentes thématiques, on puisse rentrer dedans d'un point de vue plus pratico-pratique, et notamment dans la perspective des nouveaux contrats de ville qui vont normalement être mis en place à partir de 2023 et qu'il conviendra de préparer dès cette année et en 2023. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de partir du très global et puis d'arriver progressivement au fil des mois vers du local, vers du précis, vers du contrat de ville, de la contractualisation, les actions. Donc l'idée c'est toujours ça, d'être à cheval entre une vision prospective pour savoir où on va, et puis derrière des réponses concrètes pour savoir comment on peut changer les places, chacun à sa place, changer les choses chacun à sa place. Voilà, donc je vous remercie d'être présent, et puis je vais donner la parole à Pauline qui a organisé cette rencontre et qui sera l'animatrice pour la journée. Encore une fois, merci pour votre participation qui sera très active, j'en suis sûr. Et puis j'espère que vous êtes bien couverts pour la visite qui nous attend aussi cet après-midi. Donc, bonjour à toutes et tous, je suis Pauline Auclair, je suis chargée de mission à l'IREV, et effectivement, comme le disait Pierre-Édouard, j'ai été chargée de mettre en œuvre ce cycle de rencontres sur les quartiers en transition. Donc très rapidement, avant de donner la parole à notre première intervenante, je vais revenir rapidement sur le contexte et les éléments qui nous ont amenés à proposer cette rencontre autour du logement et de la précarité énergétique. Donc peut-être rapidement revenir sur le fait que le bâtiment est un des secteurs les plus émetteurs en gaz à effet de serre, que le gaz à effet de serre est responsable du réchauffement climatique, et que par conséquent, la réduction des consommations dans le cadre du logement fait partie des axes majeurs de la transition. Donc également rappeler peut-être aussi quelques éléments de contexte régionaux. Donc on a une région qui est particulièrement concernée par le phénomène de la précarité énergétique, avec un ménage sur 5 qui est concerné par ce phénomène. C'est quelque chose qui a été rappelé récemment par un rapport de la Fondation Abbé Pierre, 27e rapport, qui a été publié en début d'année, et donc qui vient appuyer à nouveau que la précarité énergétique est une des dimensions du mal logement. Donc voilà, et de plus, c'est un phénomène qui est particulièrement présent au sein des quartiers prioritaires, qui constitue notre sujet de prédilection en tant que centre de ressources politiques de la ville. Donc peut-être rapidement pour évoquer les solutions qui se dessinent pour faire face à ce phénomène. Donc, c'est des solutions qui passent surtout par la rénovation du logement, avec un certain nombre de dispositifs, mais aussi des interventions des bailleurs sociaux, donc qui interviennent sur leur parc énergivore via des rénovations, et aussi dans le cadre du plan de relance qui vise à massifier également la rénovation du logement social. On a aussi un certain nombre de dispositifs nationaux, dont le nouveau programme national de renouvellement urbain, pour lequel cette rénovation de l'habitat fait partie des enjeux prioritaires. On a aussi des dispositifs qui s'attachent à travailler sur le parc social ancien dégradé, tels que les opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat. Et aussi, on a des dispositifs qui s'attachent à traiter des configurations locales de l'habitat, et c'est le cas ici dans le bassin minier, avec l'engagement pour le renouveau du bassin minier, donc qui s'attache à rénover les anciennes cités minières, donc qui sont concernées aussi par des logements énergivores, et de ce fait
avec des ménages en situation de précarité énergétique. C'est aussi une des raisons qui nous a poussé à proposer cet événement sur le bassin minier. Voilà pour un peu cet éventail de dispositifs. Peut-être rappeler également que la région des Hauts-de-France, au titre de sa stratégie 3e révolution industrielle, est concernée par cette rénovation énergétique. Donc c'est ce qu'on appelle la stratégie REV 3 de la région. Donc ça fait partie des axes de cette stratégie. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous proposer une rencontre qui permette à la fois de définir ce que c'est la précarité énergétique. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur Rachel Guyet, qui fait partie de la recherche scientifique. Donc qui est chercheuse au sein de Sciences Politiques, et donc qui travaille spécifiquement sur cette thématique de la précarité énergétique. Ensuite, on aura une table ronde où là, l'objectif sera plus de décliner un certain nombre de solutions qui se font pour lutter contre cette précarité énergétique, aussi bien du côté du parc social que du parc privé. Donc, on vous proposera de faire un tour d'horizon de ces solutions. Et donc, cet après-midi, on envisage toujours de vous proposer une visite des cités. On espère que la météo nous le permettra, mais on reste optimiste. Voilà, sans plus attendre, je vais vous donner la parole, Rachel. Merci Pauline. Bonjour à tous. Merci d'avoir bravé le froid, la neige, le verglas possiblement pour venir assister à cette journée. Et je remercie Pauline de m'avoir conviée à vous parler d'une question qui me tient à cœur, c'est la question de la transition juste, puisque quand on parle de précarité énergétique et de mal logement, de plus en plus aujourd'hui dans les discours, on entend parler de transition juste. Et donc, je vais tenter d'apporter un éclairage européen sur ce concept de plus en plus développé aujourd'hui de transition juste. Voilà, donc c'est le programme que je vous propose. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, sinon gardez-les précieusement pour après ma présentation, que je vais essayer de respecter les 20 minutes qui me sont accordées, s'il vous plaît. Alors, pourquoi parler de transition juste ? Alors, c'est un schéma un petit peu compliqué que je voulais vous proposer, mais tout d'abord parce que, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais en tout cas, l'énergie aujourd'hui est un service essentiel qui influence nos vies quotidiennes à tous, quel que soit si on travaille dans son appartement, dans sa maison, si les périodes de confinement ont montré que le logement devenait hyper central, sauf qu'une partie de la population n'y a pas accès, ou pas suffisamment, et donc là on parle de précarité énergétique. Ensuite, l'autre raison pour laquelle il est important de regarder ces questions, c'est que je vous ai ici pris un schéma d'un économiste de l'énergie qui explique par exemple que les politiques énergétiques européennes se concentrent sur 3 dimensions, donc concurrence et compétitivité, sécurité d'approvisionnement et environnement. Et les économistes compte que ces 3 dimensions vont aller vers une synergie positive ensemble, c'est-à-dire qu'un signal prix aura des conséquences sur les décisions en lien avec les politiques climatiques qui auront elles-mêmes une influence sur les politiques de sécurisation de l'offre d'énergie. Donc tout ça, on espère que ça va fonctionner dans ce sens-là, sauf que les économistes reconnaissent aussi que ça, c'est le schéma idéal, mais qu'en fait, le schéma est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que les synergies, on a du mal à les trouver en raison des différents critères qui peuvent influencer les décisions politiques. Et moi, ce qui me gêne fondamentalement dans ces graphiques, c'est ça, c'est que nulle part on a la demande sociale, nulle part on a le citoyen, nulle part on a les contraintes du citoyen qui sont prises en compte. Et donc voilà, les économistes de l'énergie influencent aussi les prises de décision. Et moi, il me semble assez important de remettre au centre de ces politiques le citoyen et la demande des citoyens. D'où la question finalement, comment intégrer cette perspective de justice énergétique dans les politiques énergétiques européennes aujourd'hui, s'il vous plaît.
Alors la justice énergétique, c'est quoi? Vous avez, on aime bien les triangles, hein, je suis désolée, mais c'est le format traditionnel. La justice énergétique, elle a été définie notamment par des chercheurs britanniques qui définissent la justice énergétique selon ces termes, donc un système énergétique qui distribue équitablement les charges et les bénéfices de cette transition énergétique dans laquelle nous sommes actuellement, et avec un élément complémentaire, c'est-à-dire l'implication des citoyens dans la définition des solutions qui sont censées les toucher. Et donc cette justice énergétique, elle se base sur trois dimensions. Encore trois dimensions. La première dimension, c'est la justice par la reconnaissance. Donc déjà reconnaître qu'il y a des injustices, qu'il y a des vulnérabilités et qu'il y a des groupes sociaux qui sont plus ou moins touchés par cette transformation du système énergétique. J'illustrerai ça ensuite. Là, je vous donne juste le cadre analytique de ces chercheurs. La deuxième dimension, c'est la justice distributive. Donc, c'est reconnaître que finalement, nos politiques publiques, selon comment elles s'organisent, pourraient avoir un effet redistributif et réduire les inégalités. Est-ce qu'elles le font ou pas? On y reviendra tout à l'heure. Et la troisième dimension, alors ces deux premières dimensions, je pense que voilà, vous êtes en France, je pense que vous travaillez tous plus ou moins directement dans l'habitat. Je suppose que reconnaître qu'il y a des difficultés d'accès aux services énergétiques dans l'habitat, vous le voyez tous. Je suppose que tous, vous êtes peut-être même directement en charge de la mise en œuvre de ces politiques redistributives, que ce soit sur l'aide aux revenus, les mesures de rénovation énergétique et autres. En revanche, au niveau des politiques, et je pense que c'est différent dans la mise en œuvre, vous avez cette troisième dimension, ce qu'on appelle la justice procédurale, qui vise à impliquer les citoyens dans les processus de transformation. Et autant dans les politiques publiques, les deux premières dimensions, on voit qu'il y a un effort qui est fait sur ces deux dimensions. En revanche, la troisième est souvent laissée de côté, et je vous montrerai tout à l'heure pourquoi, s'il vous plaît. Alors, pourquoi finalement parler de précarité énergétique maintenant? Alors en France, on en parle depuis longtemps, hein, mais pourquoi c'est vraiment revenu au centre des débats, notamment politiques. On entend partout, on est en pleine campagne électorale, on entend partout parler du pouvoir d'achat. Mais derrière cette question, il y a tout d'abord le creusement des inégalités. Les périodes de confinement depuis 2020 ont montré que l'accès au logement restait très problématique, notamment en raison du mal logement, et que finalement l'accès aux services essentiels dépendait aussi de l'état du logement. Et donc il y a eu une prise de conscience au moment du confinement que tout d'un coup, ah bah oui, mais bon, on veut garder les gens à l'intérieur, mais encore déjà faut-il qu'ils aient un intérieur. Et ensuite tout dépend de la qualité de l'intérieur. Et en plus il faut qu'ils travaillent, qu'ils aillent à l'école en ligne, etc. Qu'ils se protègent du virus aussi. Donc il faut accès à l'eau chaude. Enfin bon, je vous passe le détail. Donc tout ça veut dire qu'il faut aussi accès aux services énergétiques, si possible à l'eau et si possible à Internet. Donc la qualité du logement, elle est devenue au centre de l'attention, en tout cas en 2020. Il y a un deuxième élément, alors je ne vous parle pas forcément que de la France ici, mais vraiment de l'Europe. Il y a un deuxième élément qui a mis en avant cette problématique de précarité énergétique, c'est les modèles de financement de la transition énergétique et notamment des énergies renouvelables. Vous avez ce graphique en haut à droite qui montre en fait que dans la majorité des pays européens, le financement de la transition énergétique en fait repose sur des taxes qui sont prélevées sur les factures des consommateurs. Et donc, il y a beaucoup d'organisations de la société civile et des chercheurs qui dénoncent en fait ces modalités de financement en raison des conséquences régressives qu'elles peuvent avoir sur les ménages modestes qui ont déjà du mal à payer leurs factures, et en plus, ils vont contribuer à une transformation d'un système dont finalement ils bénéficient très peu. Donc, en termes d'inégalité, il y a vraiment ici une raison de souligner cet aspect-là. Un autre élément qui contribue à mettre la précarité énergétique au centre des débats aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu tout ça, dans le pacte vert européen, il y a notamment une ligne en bas à droite qui dit l'objectif de ce pacte, c'est ne laisser personne de côté. La question qui se pose, en tout cas que moi je me pose, je ne sais pas si vous la posez, mais c'est qui personne? Ça peut être
personne ou tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, pour avoir discuté récemment avec la DG Énergie, ils m'ont dit une chose, c'est que pour eux, en tout cas pour ce service-là de la DG Énergie, c'est-à-dire le service consommateur, pour tout vous dire, personne représente les consommateurs vulnérables. Alors évidemment, si vous allez toquer à d'autres portes, personne, en général, ça fait référence aux régions minières qui sont en train de fermer en ce moment. Donc personne, ça veut vraiment dire pas mal de choses, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils incluent aussi les consommateurs vulnérables, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les perspectives européennes précédentes. Ensuite, vous avez sûrement entendu parler du Fit for 55, que je ne sais pas vraiment très bien traduire en français, vous m'excuserez. Donc ce Fit for 55, en fait, il a pour objectif d'ajouter un deuxième marché du carbone. Je suppose que vous l'avez vu, puisque ce deuxième marché du carbone, du prix du carbone, il va toucher les transports et le logement. Donc là, de nouveau, il y a un gros risque de conséquences régressives au même titre que le financement de la transition énergétique là-bas. Et donc, ici, pour compenser ces effets, l'Union européenne a pris 2 mesures, et ce sont vraiment 2 mesures qu'on peut noter exceptionnelles. C'est la vague de rénovation des logements qui doit vous toucher, en tout cas un certain nombre d'entre vous, assez directement. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis derrière cette volonté de rénover les logements et de massifier la rénovation des logements. Et la deuxième action qui a été mise en œuvre, c'est le Fonds social pour le climat, qui est censé compenser donc le prix du carbone qui va être imposé sur le logement et le transport. Alors, on peut en discuter, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ces 2 éléments, mais en tout cas, il y a une volonté exprimée à travers des politiques et des stratégies européennes d'intégrer le consommateur vulnérable dans ces réflexions et dans ces objectifs. Ensuite, je pense que voilà, on est tous directement concernés. Depuis 2020, les crises se succèdent. Depuis l'été 2021, on a eu une énorme augmentation des prix de l'énergie. Et effectivement, les prix de l'énergie ont encore plus augmenté depuis le conflit en Ukraine. Et je voulais, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je voulais simplement rapidement commenter ce graphique ici. Donc, il s'agit des prix de gros du gaz. Et je voulais simplement commenter la toute fin. On est parti en janvier 2020 avec un prix du gaz à 25 € le mégawattheure, donc sur le marché de gros, pour arriver au 24 février, donc le jour de l'invasion russe en Ukraine, à 132 € le mégawattheure. Donc évidemment, ça c'est les prix de gros, on ne voit pas directement ça sur notre facture, mais en tout cas ceux d'entre nous qui ont des tarifs, des contrats énergétiques avec des tarifs variables, on va très vite se rendre compte de cette énorme différence dans les tarifs, s'il vous plaît. Alors, la précarité en Europe, la précarité énergétique en Europe, c'est quoi ? En fait, pour moi, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est une image complexe, c'est un phénomène complexe qui, en plus, pourrait être invisible. Donc il y a une partie visible et une partie invisible de la précarité énergétique. J'ai noté ici donc, les chiffres européens, donc il y a les différents pays européens avec les pourcentages d'habitants européens qui sont touchés par un des éléments de la précarité énergétique. Donc le premier, c'est des retards sur les paiements des factures avec un risque de coupure qui va avec. Le deuxième, c'est l'incapacité à maintenir une chaleur adéquate dans son logement et donc le risque d'avoir froid. Le troisième, c'est payer 2 fois plus que la médiane nationale ses factures énergétiques. Et le dernier, c'est à l'inverse, payer 2 fois moins. Alors payer 2 fois moins, si on est optimiste, on se dit c'est peut-être grâce à la rénovation des logements, ça permet de réduire ces factures. La vision pessimiste de ce chiffre, c'est de dire qu'il y a un risque de sous-consommation, des stratégies des personnes pour limiter les factures qui vont avoir froid dans leur logement et qui, effectivement, pour rester invisibles aux administrations, vont mettre en place des stratégies pour ne pas être considérés comme précaires énergétiques, qui est quand même une connotation négative. Tout ça pour dire aussi que finalement, en Europe, on se rend compte que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, il y a une division spatiale entre le sud
de l'Europe est beaucoup plus concerné et l'Est de l'Europe est également beaucoup plus concerné. Alors il y a de nombreux facteurs explicatifs, j'en noterai simplement 2. Pour le Sud, on parle notamment de précarité énergétique l'été, parce qu'il y a un manque de climatisation là-bas et il fait très chaud l'été. Pour l'Est, alors on revient à la crise en Ukraine ici. Je vous ai noté cette carte ici. On dit que Vladimir Poutine a utilisé l'énergie comme une arme en fait, mais c'est pas d'aujourd'hui. En fait, il a toujours, là ça date de 2013, donc ça fait déjà un petit moment, c'est à la veille déjà d'une ancienne crise qu'il y avait eu entre la Russie et l'Ukraine en 2014, où Vladimir Poutine avait fermé le gaz pour l'Ukraine, qui était le pays de transit, et donc tous les pays d'Europe de l'Est s'étaient retrouvés sans gaz pendant un certain nombre de semaines à l'hiver 2013-2014. Mais tout ça pour dire que, vous regardez ici, le prix du gaz russe varie en fonction du fait si le pays est ami de Poutine ou si le pays est considéré comme ennemi de Poutine. Et on constate que, enfin ennemi, façon de parler, je mets des guillemets ici, on constate par exemple que tous les anciens pays satellites de l'Union soviétique payent beaucoup plus cher leur gaz que le reste de l'Europe. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à l'Est, effectivement, il y a une problématique énergétique encore plus forte, notamment, je ne dis pas uniquement, mais notamment en raison de la politique des prix du gaz russe. Et un dernier point que je voulais souligner avec cette diapositive, c'est aussi le fait qu'il y a un certain nombre de populations en Europe qui n'ont pas du tout accès ni à un logement décent, ni aux services associés. C'est les fameux quartiers informels qui se trouvent aux portes des villes les plus riches de l'Europe. Là, j'en ai mis 2, il y en a d'autres, mais ils sont connus parce qu'ils ont été au cœur de l'actualité pendant quelques temps. C'est la population rom de Patarat à Cluj, en Roumanie, qui est la 2e ville la plus riche de Roumanie, et le quartier informel de Canada Real à Madrid, où je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais ils ont tout coupé l'hiver dernier, pas cet hiver, mais l'hiver dernier. L'ONU est même venue constater les problèmes, et ça représente quand même, à Madrid, c'est 8500 habitants qui habitent dans ces quartiers informels. C'est pas une paille, comme on dit. Donc voilà, la précarité énergétique, ça veut dire quand même une variété assez importante de situations en Europe, s'il vous plaît. Alors, si vous rappelez le triangle reconnaissance distributive et procédurale pour avoir une idée de la justice. Si on regarde par exemple la reconnaissance, on se rend compte d'une chose. Qu'est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui au niveau de la précarité énergétique ? En fait, on reconnaît que la précarité énergétique, c'est aussi une précarité de revenus. C'est vrai, mais c'est vrai partiellement. J'ai mis ici en haut là, une étude écossaise qui montre sur 940 000 précaires énergétiques qu'ils avaient recensés en Écosse, seulement la moitié d'entre eux étaient aussi pauvres de revenus. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population qui souffre de ce problème, mais on ne sait pas vraiment qui c'est, puisqu'en Europe, on voit tout à fait, le tableau le montre tout à fait bien, qu'il y a une assimilation assez directe entre précarité énergétique et bénéficiaires des aides sociales. Et donc on ne va pas forcément chercher plus loin. Alors ce qui est vrai, je veux dire, ça existe aussi, mais il y a d'autres personnes qui sont touchées et qui ne sont pas forcément considérées parce que juste au-dessus des seuils qui sont fixés notamment. Il y a d'autres formes de reconnaissance. Par exemple, en Allemagne, l'Allemagne fait partie des pays qui associent précarité énergétique avec la précarité tout court, j'allais dire. Mais par contre, ils ont eu un très gros débat en raison des prix de l'électricité et de la manière dont ils financent la transition énergétique. Voilà, je pourrais commenter encore un peu plus longtemps, mais on va s'arrêter là. Je voulais simplement commenter la photo que je vous ai mise ici. C'est une photo c'est une campagne qui a été promue par les Amis de la Terre en Angleterre il y a quelque temps, qui montrait plusieurs choses en termes de manque de reconnaissance. C'est que, ces logements qui n'étaient pas isolés contribuaient au réchauffement de la planète. Que 2, la précarité énergétique touchait les femmes d'un certain âge et qu'il ne fallait pas les oublier dans les politiques publiques, s'il vous plaît. Alors,
Tout ça fait que la précarité énergétique est vraiment complexe. Déjà, reconnaître que cette précarité énergétique existe, c'est une vraie action politique. En Europe, il y a seulement 8 à 9 pays qui ont défini la précarité énergétique. Les autres la considèrent comme faisant partie des politiques sociales. Vous le savez très certainement, il y a 3 phénomènes qui génèrent, enfin qui sont à l'origine, considérés en général à l'origine de la précarité énergétique. C'est les tarifs élevés de l'énergie, c'est la qualité du logement et c'est la faiblesse des revenus. Donc voilà, ça c'est la combinaison génère la précarité énergétique. Et en fait, si on prend simplement, je crois que si vous pouvez cliquer, il doit y avoir des choses qui sont censées apparaître normalement sur ou alors je me suis trompée. Non. Et voilà, c'est là-haut dont j'aurais besoin, s'il vous plaît. Donc voilà, les politiques publiques, en fait, en général, s'adressent à ces trois éléments. Et par exemple, si on prend simplement le logement, on va dire, on va rénover les logements. Alors bon, c'est très bien. En revanche, ce qu'on ne regarde pas, c'est ce qu'il y a derrière. Par exemple, jamais ou très peu, on va aussi regarder comment la rénovation du logement va impacter le marché du logement, c'est-à-dire le niveau des loyers. Il y a un modèle, en Allemagne notamment, on a beaucoup parlé de rénoviction, c'est-à-dire comment la rénovation des logements qui est censée améliorer le confort des habitants, notamment modestes, finalement ne les aide pas, soit parce que les économies d'énergie qu'on leur a promises ne se présentent pas sur leur facture pour différentes raisons, soit parce que le loyer devient tellement élevé qu'en fait ils sont obligés de quitter le logement rénové. Et donc ça a un impact de nouveau sur le marché du logement, qui de nouveau impacte la gentrification de certains quartiers, qui de nouveau impacte la ségrégation. Donc en fait, voilà, ce que je veux dire par ici, c'est qu'en fait, la précarité énergétique, c'est complexe. Certes, il y a ces 3 éléments. Certes, il y a la pauvreté de revenus. Certes, il y a la qualité du logement. Certes, il y a les prix de l'énergie. Certes, il y a de la faiblesse des revenus. Mais en fait, il faudrait regarder derrière cette image et essayer aussi de travailler sur les éléments plus structurels. Et là, on n'y est vraiment pas du tout encore. Oui, s'il vous plaît. Donc, pour partir maintenant dans la deuxième dimension de cette transition juste, parlons un peu de ces politiques publiques. Donc là, voilà, j'ai fait une petite liste au niveau de la manière dont les pays européens essayaient de traiter la précarité énergétique. Donc on le voit ici, la majorité en fait c'est soit les aides sociales, soit les aides au paiement de l'énergie avec soit des tarifs sociaux, soit des chèques énergie type ce qu'on a en France. Donc on voit par contre une disjonction entre finalement une aide à court terme, une aide financière qui soulage les ménages à court terme par ces aides financières, et finalement les projets à long terme qui sont censés les protéger contre les futures hausses des prix de l'énergie que sont notamment la rénovation énergétique. Et là on voit que je trouve que c'est intéressant parce que finalement les aides sociales, les aides à l'énergie, on sait qui cibler, c'est les personnes qui sont enregistrées dans les administrations auprès des travailleurs sociaux en général. Par contre, pour les programmes d'efficacité énergétique, en fait, la majorité des programmes d'efficacité énergétique en Europe ne ciblent pas les ménages modestes. Donc on sait les trouver pour leur donner un peu d'argent pour les aider temporairement. Par contre, bizarrement, on sait beaucoup moins les trouver quand il s'agit de faire de la rénovation de logements. Donc voilà, je voulais souligner cette disjonction qui va dans le sens d'une approche en silo. On a l'impression, en tout cas, du regard que moi je peux porter, que voilà, chacun fait sa partie, mais on a du mal à avoir une approche globale. Une des mesures les plus importantes, ça a été des réductions sur les bouteilles de gaz, sur l'électricité. Alors c'est à la fois des mesures des politiques publiques, mais à la fois aussi des initiatives du secteur privé qu'il faut aussi noter ici. Et la 3e mesure la plus répandue, c'est en fait des facilités de paiement pour permettre finalement aux ménages de choisir entre ce qu'ils peuvent payer en priorité et ce qu'ils ne peuvent pas payer en priorité. Il y a aussi un certain nombre de pays qui n'ont pas pris de mesure du tout. Alors là, je suis très prudente parce qu'il y avait un problème de langue dans ces différents pays, donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils n'ont rien fait, c'est simplement que nous, on ne les a pas trouvés pendant notre recherche.
En tout cas, le fait qu'il y ait eu ces décisions sur l'interdiction de coupure des aides au paiement, en tout cas des étalements de paiement et des aides financières pendant cette période, ça a généré, je ne sais pas si vous l'avez vu apparaître ici dans les Hauts-de-France, mais en tout cas, ça a généré vraiment des revendications encore plus fortes de la société civile pour demander un droit à l'énergie. Alors, qu'est-ce que veut dire un droit à l'énergie ? Là, il faut être prudent. Je vous ai mis un peu la liste de ce que j'avais répertorié et on voit tout à fait que le droit à l'énergie, ça veut dire des choses différentes selon les différents interlocuteurs. Mais en tout cas, il y a 3 éléments qui sont à peu près communs. C'est l'accès à un logement décent. C'est ensuite l'interdiction des coupures et pour certains, c'est accéder à un minimum, notamment d'électricité dans son logement. Et alors, bon, pour faire un petit cocorico, effectivement, EDF et Plume Énergie ont annoncé récemment qu'ils ne couperaient plus, qu'ils réduiraient simplement la puissance, enfin simplement, je mets des guillemets à simplement, mais qu'ils réduiraient la puissance plutôt que de couper. Donc voilà, il y a vraiment un mouvement aujourd'hui pour remettre au centre des débats cette question de précarité énergétique, et j'arrive bientôt à la fin. J'arrive à la 3e dimension, donc la justice procédurale, et là je voulais vous montrer en fait une forme de décalage entre ce que voudrait mettre en avant la Commission européenne et finalement les éléments qu'on voit dans la réalité. Donc dans la boîte à outils que la Commission européenne a publiée en octobre 2021 pour soutenir les initiatives des États membres dans leur politique d'aide aux ménages dès que les prix ont commencé à augmenter à l'été 2021, la Commission européenne a dit il faut autonomiser ce consommateur, il faut éduquer ce consommateur de sorte qu'il puisse participer activement au marché de l'énergie. Et participer activement, ça veut dire notamment changer de fournisseur. Qui puisse ensuite avoir des bonnes informations sur ses factures pour pouvoir prendre ses décisions et développer ses propres capacités de production d'énergie renouvelable. Grosso modo, c'est les 3 éléments qui sont soulignés par la Commission européenne. Donc passer du consommateur passif au consommateur actif, c'est très bien. Alors, simplement pour commenter un petit peu là-dessus, sur le dernier point, capacité de production, de stockage d'énergie renouvelable, il faut déjà un petit capital financier pour pouvoir le faire. Il y a des possibilités par le biais des communautés d'énergie renouvelable qui permettent d'impliquer des ménages pour ce faire. Simplement, avec des collègues, on a fait une étude auprès de ces communautés d'énergie renouvelable et ils nous disaient nous on veut bien mais finalement on ne sait pas vraiment de quoi on parle et on ne sait pas comment faire parce que nous notre problème c'est déjà de produire de l'électricité renouvelable. Alors maintenant si en plus il faut qu'on implique des consommateurs vulnérables, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas quels sont leurs problèmes, c'est pas notre rôle. Donc comment on fait c'est une question. L'autre aspect sur l'information, il faut informer, éduquer le consommateur. Ce qu'on constate, et vous, je crois que vous me le disiez tout à l'heure, en fait, c'est comment on fait participer le consommateur dans les décisions qui sont prises, notamment de rénovation énergétique ou de mise en place de panneaux solaires sur les logements, par exemple. Et je me souviens d'avoir discuté avec un bailleur social à Aberdeen, en Écosse, qui disait, pour lui, la seule possibilité pour que les locataires soient satisfaits de l'isolation, de la mise en place des panneaux solaires. Ils avaient un contrat, etc. Ils devaient avoir de l'électricité gratuite grâce à ces panneaux solaires. Ils avaient en plus ajouté une pompe à chaleur. Donc tout ça devait contribuer à réduire les factures, sauf qu'en fait non. Les ménages étaient très mécontents parce que leurs factures avaient plutôt augmenté que diminué. Et donc le bailleur ne comprenait pas, ils avaient fourni des brochures, des explications sur comment utiliser tous ces nouveaux appareils, etc., pour pouvoir changer de comportement, pour aider les locataires à changer leur comportement. Et en fait, ils ne les avaient pas lus. Donc en fait, quand on dit il faut fournir des conseils sur la facture, je veux dire, je ne sais pas si vous lisez vos factures, à part le montant total à la fin, je ne sais pas si vous lisez tout le reste. Donc en fait, ce que ce bailleur a constaté, c'est que l'écrit ne suffisait pas. Il avait pourtant impliqué dans les prises de décision ces locataires, il y avait
un comité de locataires qui s'était mis en place et ils avaient décidé avec eux pour les panneaux solaires, pour la pompe à chaleur, parce qu'il y avait différentes options, donc ils étaient impliqués. Mais en fait, de là à s'approprier les systèmes et à changer son comportement, parce que là, il y a une dame assez âgée qui m'expliquait que la pompe à chaleur, elle faisait comme son chauffage à gaz avant, en fait, elle le mettait en route quand elle avait besoin, puis elle éteignait quand elle avait plus besoin. Et en fait, c'est uniquement quand le conseiller énergie du bailleur est venu dans les logements pour montrer comment utiliser ces nouveaux appareils, pour expliquer comment ça fonctionnait, que enfin les réductions sur les factures sont apparues et donc la satisfaction des locataires avec. Donc l'accès à l'information sur la facture comme recommandé par la Commission européenne paraît assez insuffisant si on veut vraiment provoquer, un, la participation des citoyens et deux, un changement de comportement qu'on leur demande. Et le troisième point que je voulais faire ici, c'est le problème de la confiance. Alors je ne sais pas si dans vos métiers respectifs vous êtes confrontés à ce problème-là, mais en tout cas ici, la Commission dit qu'un moyen d'activer les consommateurs, c'est qu'ils changent de fournisseur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis entre septembre et décembre 2021, en Angleterre, il y a 17 fournisseurs qui ont fait faillite, fournisseurs alternatifs. En Allemagne, il y a un fournisseur qui était très pas cher, très vert, qui a envoyé juste avant Noël des courriers pour dire désolé, là, on ne peut plus vous fournir parce que on peut plus là, les prix sont trop élevés, on ne peut plus assurer nos contrats, juste avant Noël. En France, je crois que l'offre des fournisseurs alternatifs est passée de 39 à 30. Donc, on peut se poser la question, comment on crée de la confiance parmi des consommateurs modestes, vulnérables et consommateurs tout court d'ailleurs, pour changer de fournisseur, alors que le marché aujourd'hui est tellement volatile que demain, je choisis un fournisseur alternatif, mais 6 mois plus tard, je vais me retrouver finalement avec le fournisseur principal parce que lui, il est solide, j'allais dire, et mon fournisseur alternatif ne l'est pas. De la même manière, comment créer de la confiance dans les opérateurs de projets de rénovation énergétique ? Il y a eu énormément d'arnaques. Motiver les locataires à participer et à adapter leur comportement une fois que la rénovation est faite, ça reste une question en tout cas qu'il faut avoir en tête. Donc tout ça est fort bien, mais en fait comment impliquer les ménages dans un contexte qui est quand même devenu encore plus compliqué qu'auparavant. Et je vais conclure avec 4 messages que j'aimerais soumettre au débat. Pour que cette transition soit juste, donc pour que ces 3 dimensions soient mises en œuvre, on pourrait imaginer que considérer que l'énergie n'est plus seulement un bien marchand, mais aussi un service essentiel dans nos vies quotidiennes, pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à la vie de la société et puisse avoir un confort, puisse éviter d'être malade à cause de son logement, ça paraît a priori essentiel. Que la confiance soit créée justement dans ces nouveaux modèles énergétiques auxquels on va être confronté et dans les projets de rénovation énergétique qui sont de plus en plus importants au vu des prix de l'énergie. Comment on fait ? Et je pense que cette question, elle va avec la 3e remarque qui est l'absolue nécessité, me semble-t-il, de l'ancrage territorial, puisqu'on peut voir que sur les territoires, toutes les compétences sont réunies, du diagnostic à la mise en œuvre et à l'accompagnement des ménages qui, a priori, est absolument essentiel pour la réussite finale. Et on pourrait imaginer aussi qu'une valeur sociale soit reconnue par les politiques à des actions qui sont inclusives, qui visent notamment les consommateurs vulnérables. On l'a vu dans le tableau européen, ils ne sont pas souvent ciblés dans ces politiques publiques. Donc quand ils sont ciblés, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de reconnaître qu'ils apportent une valeur à la société et de reconnaître que dans ces cas-là, ces rénovations, ces aides ne sont plus un coût, mais un investissement dans la société. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur tous ces aspects-là de transition, juste pas seulement
pour les gens, mais avec les gens, avec un groupe de collègues dans le cadre d'un réseau européen sur la précarité énergétique. On a mis en place une petite boîte à outils avec quelques points qui nous ont semblé importants justement, qui reprennent un petit peu ce que je vous ai dit sur finalement comment tendre vers cette justice dans la transformation du système énergétique aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai été un peu plus long que prévu. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions... Je suis désolée, je ne connais pas bien la France, alors j'ai préféré vous parler de l'Allemagne et de l'Angleterre et du Royaume-Uni que je connais un petit peu mieux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette intervention. On va essayer de faire circuler le micro. En fait, on pourrait prendre la parole comme ça, mais je pense que pour l'enregistrement vidéo, c'est mieux si on conserve le micro. Donc surtout, n'hésitez pas s'il y a des questions, des réactions. Voilà. Je sais que la première prise de parole n'est jamais évidente, mais n'hésitez pas en tout cas. Peut-être s'il y a des constats que vous faites aussi sur le terrain. Toi, Oui, moi j'ai une réaction plus qu'une question. C'était surtout sur en politique de la ville, ce qui me paraît intéressant, c'est un sujet qu'on aborde constamment, mais qu'on a du mal à mettre en œuvre, c'est le faire avec. Et de voir que là, sur cette question de la justice énergétique, on a aussi cette question qui se pose, c'est comment on arrive à intégrer, à être inclusif, à intégrer les habitants eux-mêmes dans ces économies d'énergie ou ces systèmes qui permettent d'économiser l'énergie. Je trouve ça très intéressant. Pourtant, on n'a pas forcément les solutions. On a des solutions, on n'a pas forcément la solution à ce phénomène. Et c'est une question qu'on doit toujours avoir en tête, surtout quand on est en politique de la ville, parce qu'on a affaire à justement des publics en précarité, en situation de précarité. Il y a un objectif aussi de développement de leur pouvoir, du pouvoir d'agir des personnes, et ça me semble assez intéressant qu'on réfléchisse, et on y réfléchira sur la table ronde. Donc c'était cette réaction que j'ai appréciée dans votre intervention, d'insister aussi sur ce phénomène du faire avec et de pas rénover et puis laisser les clés sans donner les explications et aller même un peu plus loin que le tract qu'on laisse dans la boîte aux lettres. Merci pour cette remarque. D'ailleurs, dans les 3 dimensions de la justice énergétique, c'est toujours cet aspect-là qui est le plus difficile et qui fait défaut en général. Mais pour réagir à ce que vous disiez, je crois qu'il y a un très bon exemple, enfin j'en connais un en tout cas, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'atelier solidaire qu'EDF a mis en place notamment à Toulouse il y a quelques années en arrière. Et alors je trouve leur démarche vraiment très intéressante parce qu'ils avaient réuni autour de la table un certain nombre d'opérateurs. Et ils avaient décidé donc d'aider les locataires à rénover leur logement. Et donc ils avaient entre guillemets sorti la grosse artillerie. Ils voulaient, voilà, ils avaient un plan, chacun avait mis de l'argent, etc. Et puis ils ont convoqué entre guillemets ou invité les locataires à une réunion. Et peu se sont déplacés, comme c'est souvent le cas en général. Et donc ils ont décidé de faire du porte-à-porte. Et ils ont décidé de demander aux locataires finalement de quoi ils avaient besoin. Et ils se sont rendus compte qu'entre leurs ambitions à eux et la demande des locataires, c'était simplement, moi je voudrais juste qu'on me change une prise ici à ici, parce qu'en fait là c'est pas pratique quand je repasse, en fait il faut que je me baisse et c'est coincé derrière un meuble, donc en fait je voudrais juste qu'on me déplace la prise. Alors qu'ils n'avaient pas du tout envisagé que finalement c'était la manière dont les locataires se sentaient à l'aise dans l'usage de leur logement qui importait plus que ce qu'ils avaient imaginé en termes on va les aider à comprendre une facture, on va leur montrer comment rénover leur logement. Non, en fait, c'était vraiment très très basique ce que les personnes demandaient. Et donc,
grâce à ce porte-à-porte et à cette enquête auprès des locataires, ils ont mis en place quelque chose de complètement différent de ce qu'ils avaient en tête à l'origine. Et je trouve que du coup, ce faire avec là, il a du sens, et je pense qu'il n'y a pas une recette en fait. Je pense que ça peut marcher ou ne pas marcher, mais en tout cas, dans le cas de cet atelier solidaire, le faire avec a vraiment transformé le contenu même de l'action qu'ils envisageaient en fait. Et ça a fonctionné puisque on répondait aux besoins des locataires, on n'arrivait plus simplement avec des solutions qu'on leur imposait, mais on répondait à leurs besoins, et en plus ils faisaient avec, puisqu'on leur apprenait à changer la prise, etc. Donc voilà, le faire avec, oui, c'est effectivement un élément intéressant à souligner. Et il y a des choses qu'on sait faire. Ça parle vraiment, se faire avec. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rénovation énergétique. On va chercher les gens par la rénovation énergétique, et c'est en général, effectivement, sauf les ménages qui ont des factures élevées et qui veulent faire des économies, mais pour bon nombre de ménages, ce n'est absolument pas la porte d'entrée. Et pourtant, tous les financements, tout ce qu'on peut aller chercher, ce ne sont que par le biais énergétique. Et donc on perd effectivement un certain nombre de ménages qui ne vont jamais venir nous voir, jamais toquer à notre porte, parce qu'ils se disent, pour le reste, je ne peux pas être aidé et je ne peux pas avancer. Néanmoins, si on aidait ces ménages sur leurs projets qui ne sont pas de l'énergétique, on pourrait certainement largement embarquer de l'énergétique avec. Et donc à un moment, il faudrait qu'on revoie aussi peut-être nos politiques pour faire de la vraie rénovation, des rénovations qui englobent tout et qui soient effectivement peut-être avec des aides plus importantes pour les parties énergétiques, mais en tout cas sans mettre de côté tout le reste qui est souvent le déclencheur en fait de la rénovation. Je suis assez d'accord avec ce que Madame vient de dire. Tout passe effectivement d'abord par la rénovation énergétique des logements. Et je pense qu'il faut séparer aussi deux types de logements. Il y a le logement social, les bailleurs sociaux font d'énormes efforts dans la rénovation, et ils font des super, on va certainement voir ça cet après-midi, des super rénovations. Mais il faut pas oublier aussi les propriétaires occupants, les locataires du parc privé, qui eux, c'est les grands oubliés, c'est les invisibles. Et ça, tout à l'heure, vous avez donné une piste, je pense, qui devrait être explorée. C'est toutes les personnes, déjà dans une première partie, toutes les personnes qui bénéficient d'une aide. Elles devraient effectivement être visitées à domicile et leur expliquer que la rénovation, c'est possible. Parce que ce sont des personnes qui, pour eux, changer une fenêtre, c'est totalement inabordable. Donc rénover totalement le logement, ils sont à des années-lumière de ce qui est possible de faire. Et il faut leur expliquer que c'est possible. Il y a des aides, il y a des plans gouvernementaux qui permettent d'avoir des subventions importantes, et il faut les informer là-dessus. Oui, en fait, je peux aller que dans votre sens. Et effectivement, les situations sont très variables. Je veux dire, si on est propriétaire occupant d'un logement en ville ou d'une maison individuelle à la campagne, ou si on est locataire dans un logement social, ou si on est locataire auprès d'un bailleur privé, je pense on a tous des expériences diverses et variées directement avec cette question-là. Et effectivement, il y a énormément d'aides, en fait, si on regarde bien, qui existent. Mais ce que je trouve compliqué, je veux dire, tous ici dans cette salle, on est quand même très conscients, on sait où chercher, mais quand on est locataire ou propriétaire de son logement et qu'on se dit, bah oui, effectivement, là, ma facture augmente, il faut peut-être que je fasse quelque chose, j'ai entendu dire des trucs, ça reste encore très compliqué de trouver vers qui je me tourne, que la personne vers qui je me tourne, elle ait une connaissance globale de toutes les possibilités qui existent, qu'elle puisse renvoyer aux bonnes personnes. Je veux dire, on parle d'un service public de l'efficacité énergétique en France. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, vous, dans votre quotidien, mais en tout cas, moi,
pour avoir fait quelques entretiens avec des ménages en France, ils étaient tous un peu perdus en disant dites-nous en fait, je vais sonner à quelle porte. Donc je pense qu'il y a effectivement il y a beaucoup de choses, mais on a l'impression qu'il y a aussi un problème de lisibilité de ces programmes qui existent et finalement du qui fait quoi. Je veux dire, on est en France, le millefeuille administratif, on sait faire, et je pense qu'il y a une forme d'illisibilité à la fois du contenu et de l'institution à qui je peux demander de l'aide. Alors voilà, ça c'est mon regard extérieur. Vous êtes dedans, vous avez certainement une autre expérience, mais en tout cas, les ménages que j'ai interviewés, à chaque fois, c'était oui, on aimerait bien, mais franchement, on ne sait pas qui, on ne sait pas combien. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez aussi dans votre quotidien, mais c'est souvent un retour qu'on a. Et je pense que ce retour, il est identique dans d'autres pays, sachant quand même la France a un gros avantage, c'est qu'il y a énormément de programmes, notamment de rénovation des logements. Ce n'est pas nécessairement le cas partout ailleurs. Il faut être positif aussi. Non, bonjour, Yannick Serpo, la région de France. Non, il y a des moyens, beaucoup, et il y a aussi quand même de l'ingénierie mis à disposition pour les gens. Les conseillers FER Pass Rénov' en France, enfin, il y en a pratiquement dans chacune des collectivités locales, les grosses collectivités, avec parfois des grosses maisons de l'environnement ou de l'énergie sur certaines d'entre elles, et notamment ici à Lens-les-Vins, il y a un conseiller FER qui est présent. Donc, et je pense que ça touche pas que les gens en précarité, aussi. Je pense qu'il y a même des gens qui ne sont pas en situation de détresse sociale, qui n'ont pas la connaissance aussi de ces conseillers qui peuvent les guider pour faire les paquets de travaux qui vont bien et pas se tromper dans le lancement d'un chantier. Donc je pense aussi, alors il y a sans doute, comme souvent dans nos politiques publiques, un vrai sujet de défaut de valorisation ou d'information en fait, du grand public. Mais pour rajouter une note positive, il y a quand même aussi des moyens en ingénierie aussi qui sont mis par les collectivités, l'État et la région aussi, mais d'autres sur le financement de ces postes et qui sont des vraies aides. Moi, j'en connais quelques-uns qui sont vraiment des gens qui ont beaucoup de compétences, qui connaissent bien les aides, les astuces, qui peuvent aider sur les devis et sur le bon choix de l'entreprise. Et là, il y a vraiment sans doute quelque chose à travailler sur cette... Alors, ils sont déjà pas mal débordés. Moi, j'en connais quelques-uns. Ils ont déjà beaucoup de boulot. Il faudrait peut-être qu'ils soient 2 ou 3 par collectivité. Mais ils existent. Et on les mobilise sans doute peut-être pas assez, en fait. Alors, effectivement, vous parlez des conseillers FER. Ils ont effectivement ce sont des sachants au niveau de la rénovation. Les structures existent, mais toujours pareil, ce sont les personnes qui sont dans plus grande précarité qui n'oseront jamais faire la démarche d'aller vers un conseiller FER. C'est le constat. Je pense que le constat est là, malheureusement. Et il faudrait presque aller au devant de ces personnes pour dire c'est possible. Moi, j'ai l'exemple, je connais des personnes, je leur ai dit, vous pouvez faire de l'isolation. Alors, c'était à l'époque, faire de l'isolation à 1 euro des combles. Ils y avaient droit. Et je leur expliquais, allez-y, c'est possible. Et non, on a entendu à la télé, c'était de l'arnaque, c'est pas possible, tout ça. Et systématiquement, ils l'ont pas fait. Alors qu'ils y avaient droit. C'était des personnes avec des revenus très modestes, ils pouvaient le faire. Et ils n'ont pas osé. Parce que quand vous ouvrez le journal télévisé, et puis de toutes les émissions, il y a des arnaques, il y a des choses comme ça. Donc, encadrés effectivement par le service public, ils auront plus confiance et ils pourront faire leur rénovation. Oui, merci pour cette remarque. Ça me fait penser à un élément, effectivement. Vous parlez du service public. Ça me fait vraiment penser à ce que certains m'ont dit, en fait, sur la notion de tiers de confiance. En fait, si mon voisin a bénéficié de quelque chose qui a marché, il y a une forte chance que finalement j'y aille aussi. Mais
spontanément, je ne vais pas forcément aller toquer à ces portes, même si elles existent, même si on a des gens compétents, même si on a des programmes, etc. C'est quand même une démarche qui n'est pas forcément simple. Et on a l'impression qu'en fait, on n'en parle peut-être pas suffisamment. Et ça me fait penser à une initiative qu'un bailleur social à Londres a fait. Il s'appelle Poplar Arca. En fait, ils ont constaté qu'ils n'arrivaient pas à toucher ces fameux ménages vulnérables, modestes, qui avaient vraiment d'autres choses à penser dans leur quotidien qu'à changer de comportement dans leur logement, à accepter des projets de rénovation et autres. Et en fait, en coopération avec le Job Center, le pôle emploi local, ils ont mis en place des formations pour une petite équipe de locataires qui finalement étaient intéressés. Ils avaient présenté ça comme un moyen de reconversion éventuellement pour eux, ou un petit coup de pouce pour retourner à l'emploi. Et donc ils les ont formés à tout un tas d'éléments, alors pas forcément un diagnostic, de faire un diagnostic dans le logement, mais ils les ont formés à comment ils pouvaient aborder les autres locataires, leur expliquer qu'il y allait avoir un projet, qu'ils pouvaient changer de fournisseur. Enfin, il y a eu toute une démarche de formation des locataires, et ensuite ils ont été lâchés dans la nature. Et leur job était vraiment d'aller toquer à toutes les portes de leurs voisins, donc des gens avec qui ils partageaient la cour, où ils voyaient les gens à l'école avec leurs enfants, enfin, des gens connus de leur part, pour essayer de leur expliquer ce qui allait se passer, les décisions du bailleur social. Et en fait, il y a eu un énorme changement de comportement, vis-à-vis du bailleur social, et aussi en termes d'implication et d'appropriation des projets que le bailleur social voulait mettre en place. Alors ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de patience, ça demande d'avoir un certain langage aussi, parce que, je veux dire, on n'est pas nécessairement formé à discuter, à convaincre des personnes plus vulnérables, plus modestes, qui n'ont pas du tout la même vision d'ensemble qu'on peut avoir quand on est du métier. Mais le fait que ce soit les voisins qui en parlent, ça a complètement changé la manière de voir de ces locataires. Donc voilà, le tiers de confiance a aussi je pense, un rôle à jouer. Alors je pense à ce projet, mais il y a énormément d'autres projets aussi qui se mettent en place avec des tiers de confiance ou qui peuvent motiver les personnes à participer, en fait. Alors voilà, c'est pour la note positive. Après, j'imagine qu'il y a plein d'obstacles, mais pour la note positive, ça a pu marcher. Oui, bonjour. Je ne peux que partager ce que vous dites. Je m'occupe d'une association qui s'appelle Voisins Malins. On est présent à Lille et Roubaix, dans les quartiers prioritaires. Et effectivement, notre méthode, c'est de cadrer le sujet avec le commanditaire, qui peut être effectivement un bailleur social ou un distributeur d'eau, par exemple. Et il y a toujours ce moment où on se rencontre pour une formation avec le commanditaire, et ensuite ce temps d'appropriation où, avec les voisins malins des quartiers, qui sont eux-mêmes habitants du quartier, on s'approprie le message et on trouve les mots qui vont parler à tout le monde. Et ensuite le porte-à-porte démarre, c'est notre mode de faire, le porte-à-porte. Et surtout, ce qui est important, je trouve, c'est aussi le moment de bilan à la fin, où on met autour de la table tous les partenaires du projet, qui n'ont pas forcément souvent l'habitude de se rencontrer et de se parler. Et quand, par exemple, les voisins malins, donc habitants du quartier, parfois même eux-mêmes locataires du bailleur social qui nous missionne, se rencontrent, ça donne lieu à des échanges vraiment intéressants, et parfois même avec d'autres partenaires. Je pense notamment à un distributeur d'eau de la métropole lilloise et un bailleur social qui, en fait, ont parlé du chèque eau. Et finalement, ce chèque eau n'était pas connu du bailleur, alors qu'en fait, on en parlait dans le message. Et c'est vraiment révélateur du fait qu'on se parle pas assez. Et donc, cette mission de porte-à-porte, elle nous a aussi permis de se rencontrer et d'avancer par rapport à ça. Voilà. Voilà. Merci pour cet exemple, parce que voilà, je connaissais un exemple en Angleterre, je connaissais pas cet exemple-là ici. Mais ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit en fait sur mettre les gens autour de la table, etc., ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eue avec l'agence de l'énergie à Berlin,
qui disait, bon, à Berlin, en Allemagne, la précarité énergétique n'est pas du tout reconnue. Hein. Ça n'existe pas parce qu'ils ont un super système social et donc le système social prévient tout risque énergétique. Donc on n'en parle pas. Alors le petit problème, c'est le financement de la transition énergétique, mais à part ça, on ne parle vraiment pas peu du sujet. Et donc les associations ont énormément de mal à trouver des solutions pour les consommateurs vulnérables. Et Berlin a mis en place une initiative. Ils ont invité autour de la table donc des associations, donc pas directement les consommateurs, mais des associations de consommateurs, des associations, l'Agence de l'énergie, et aussi les fournisseurs d'électricité et de gaz. Et en fait, ce qu'ils ont constaté, c'est que les fournisseurs d'énergie n'avaient aucune idée des situations des consommateurs qu'ils allaient couper, en fait. Et donc, juste les mettre autour de la table, exactement ce que vous dites, en fait, ils ont découvert qu'il se passait des choses autour de cette précarité énergétique dont ils n'avaient jamais entendu parler. Donc, j'allais dire, il y a vraiment plusieurs étapes de sensibilisation, à commencer par le locataire ou le consommateur, mais aussi les opérateurs publics et privés qui interviennent sur ces sujets pour avoir une vision commune. Et en fait, on se rend compte que les représentations dont je parlais tout à l'heure, elles peuvent être vraiment très très variables et c'est souvent un obstacle aussi à la mise en œuvre d'une approche un peu plus globale sur cette lutte contre la précarité énergétique.